On se pose souvent la question, hein. Qu'est-ce qui sépare vraiment ceux qui réalisent leur plein potentiel de ceux qui ont l'impression de passer un peu à côté? Est-ce que c'est une histoire de talent inné, un coup de chance, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus puissant, quelque chose qu'on pourrait tous cultiver? C'est vraiment le cœur de notre exploration aujourd'hui. On va plonger dans la puissance de l'effort, de la discipline, de la persévérance. Et pour ça, on a une collection de documents assez incroyable. Des lettres personnelles d'Abraham Lincoln, des analyses sur l'éthique de travail de géants comme Thomas Edison ou Soichiro Honda. On va toucher à des concepts de psychologie moderne comme le grit ou l'état d'esprit de développement. Et on ira jusqu'à des stratégies très concrètes tirées d'ouvrages comme Atomic Habits ou Deep Work. Et en fait, l'idée qui traverse un peu toutes ces sources, c'est que la réussite, ou plutôt l'accomplissement, c'est moins un don du ciel, quoi. C'est plus une construction. Une construction patiente, volontaire, méthodique. Et je crois que c'est important de le dire tout de suite. Notre but ici, c'est pas de donner des leçons ou une recette miracle. C'est plutôt d'ouvrir des perspectives, de proposer des manières de voir les choses qui peuvent apporter de la sérénité et nous aider à comprendre les mécanismes qui permettent petit à petit de progresser. C'est un excellent point de départ. Alors, commençons peut-être par le commencement. L'idée que le travail acharné est la clé de tout, c'est pas vraiment une invention du XXIe siècle. Les sources nous ramènent à des figures comme Abraham Lincoln, qui était un défenseur acharné de ce qu'il appelait le droit de s'élever par le travail. Il a d'ailleurs donné ce conseil, très direct, à un jeune qui voulait devenir avocat. Travail, travail, travail est l'essentiel. On peut difficilement être plus clair. C'était vraiment le pilier de sa vision du monde. Il ne supportait pas la paresse. Il est même allé jusqu'à écrire à son propre beau-frère pour lui dire, en gros, « Si tu es dans la misère, c'est parce que tu perds ton temps. Le seul remède, c'est de se mettre au travail. » Ça peut paraître un peu dur aujourd'hui, mais pour lui, le travail, c'était l'outil fondamental de la dignité et de la liberté. Cette conviction, elle prend une dimension incroyablement humaine dans une lettre qu'il a écrite en 1860. Il faut imaginer le contexte. Il est en pleine campagne pour devenir président, le pays au bord de la guerre civile, et il prend le temps d'écrire à George Latham, un jeune ami de son fils. Ce George vient de rater ses examens d'entrée à Harvard. On imagine le découragement du gamin. Et Lincoln lui écrit, et je cite, « Ne laissez aucun sentiment de découragement s'emparer de vous. C'est déjà bienveillant. » Mais la phrase qui m'a vraiment marqué, c'est celle-ci. « Ayant fait la tentative, vous devez y réussir. » Doit est le mot. C'est d'une puissance. C'est fou de se dire qu'un homme avec le destin du pays sur les épaules prend ce temps-là. Ça en dit long. Ça en dit très long et ça a eu un impact concret. L'histoire raconte que ce George Latham, galvanisé par la lettre, a redoublé d'efforts et a finalement été admis à l'université de Yale. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette éthique du travail, elle n'est pas propre à Lincoln. C'est un fil rouge qu'on retrouve chez beaucoup de grands innovateurs. Prenez Thomas Edison. Tout le monde connaît sa fameuse citation « Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration ». Oui, mais c'est souvent vu comme une simple formule. Dans les sources, on comprend que c'était littéralement sa méthode de travail. Exactement. Ce n'était pas du tout une posture. Pour trouver le bon filament pour son ampoule, il n'a pas eu une illumination soudaine. Non, il a testé méthodiquement des milliers de matériaux. C'est une approche qu'on pourrait qualifier de force brute par itération. C'est presque darwinien. Il teste des options jusqu'à ce que l'une d'elles fonctionne. C'est très différent de l'approche d'un Nikola Tesla, par exemple, qui était beaucoup plus dans la théorie. Ah oui, dans la compréhension des principes avant l'expérimentation. C'est ça. D'abord comprendre les règles fondamentales. C'est un contraste intéressant. L'approche d'Edison, c'est l'expérimentation pure, et celle de Tesla, c'est vouloir comprendre les règles d'abord. On a sans doute besoin des deux, non? Absolument. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Elles sont adaptées à des problèmes différents, mais l'approche d'Edison est une ode à la persévérance brute. Et si on parle de persévérance, l'histoire de Soichiro Honda, le fondateur de Honda, est juste spectaculaire. Ah oui, son histoire est un monument à la résilience. Pendant la Seconde Guerre mondiale, son usine est bombardée 2 fois. Il reconstruit, puis l'usine est complètement détruite par un tremblement de terre. Je pense que 99% des gens auraient tout arrêté, pas lui. Non seulement il n'a pas abandonné, mais il a trouvé une solution improbable. Il a commencé à reconstruire son entreprise en récupérant des bidons d'essence vides jetés par les avions américains, qu'il appelait avec ironie des cadeaux du président Truman.
pour construire ses premières motos. Sa philosophie tenait en une phrase. Le succès représente le 1% de travail qui résulte des 99% que l'on appelle échec. C'est cette capacité à voir la ressource dans les décombres qui est extraordinaire. Donc, pour des figures comme Lincoln, Edison, Honda ou même Theodore Roosevelt, avec sa philosophie de la vie intense, le travail n'était pas vu comme une corvée ou une punition. C'était le moteur de l'accomplissement, le chemin pour se construire soi-même face à l'adversité. Et que la valeur n'est pas seulement dans le résultat, mais dans le processus lui-même. C'est l'effort constant qui forge le caractère. D'accord. Donc, ces géants de l'histoire avaient cette mentalité de manière intuitive. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que la science moderne a rattrapé cette intuition? Est-ce qu'on peut étudier, mesurer cette mentalité? C'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est là que ça devient passionnant, parce que la psychologie a mis des noms et des cadres sur ces idées. Le premier concept qui vient à l'esprit, c'est celui de growth mindset, ou état d'esprit de développement, popularisé par la psychologue Carol Dweck. J'en ai beaucoup entendu parler. L'idée, si je résume, c'est qu'il y a deux façons de voir ses capacités. Soit on a un état d'esprit fixe, on pense que notre intelligence, nos talents, sont gravés dans le marbre. Soit on a un état d'esprit de développement, et là on croit qu'on peut les développer par l'effort. C'est ça. Et la différence de comportement est radicale. Face à un échec, la personne à l'état d'esprit fixe se dit « Je suis nul, la preuve. L'échec est une condamnation. » Pour la personne à l'état d'esprit de développement, l'échec est une information. Je n'ai pas encore réussi, ma stratégie n'était pas la bonne, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? La réaction n'est pas « je suis incompétent », mais « je dois progresser ». C'est une distinction fondamentale. Mais j'ai lu aussi que ce concept a été parfois critiqué ou simplifié à l'extrême. Absolument. Et c'est une nuance importante. Le concept a eu un tel succès qu'il a parfois été vendu comme une solution miracle, ce qu'il n'est pas. Des méta-analyses, comme celle de Sisk et ses collègues, montrent que l'effet est réel, mais hétérogène. Il ne suffit pas de se dire « je peux progresser pour réussir comme par magie ». L'effet est beaucoup plus fort pour les personnes qui font face à de réelles difficultés ou dans les environnements, une classe, une entreprise, qui valorisent activement l'effort. Ce n'est pas magique, c'est un puissant facteur de résilience. Et ce n'est pas juste une belle idée, ça touche à un principe biologique bien réel, la neuroplasticité, l'idée que notre cerveau peut physiquement se reconfigurer par l'effort. On y reviendra, mais c'est le moteur sous-jacent de tout ça. C'est un peu comme avoir de bons amortisseurs sur une voiture. Ça sert pas à grand-chose sur une autoroute lisse, mais ça change tout sur une route cabossée. Ça me fait penser à un autre concept qui semble très proche, tu sais, le grit. Oui, le grit, un concept étudié par Angela Duckworth, qu'on pourrait traduire par ténacité, hargne ou cran. Elle le définit comme la combinaison de la passion et de la persévérance pour des objectifs à très long terme. Il ne s'agit pas de travailler d'arrache-pied pendant une semaine. Il s'agit de maintenir le cap et l'enthousiasme pendant des années, voire des décennies, malgré les échecs. L'exemple le plus frappant de ces recherches, c'est que le grit est un meilleur prédicteur de réussite à l'Académie militaire de West Point que le QI ou les tests physiques. C'est fascinant. Quand tout le monde est déjà talentueux, c'est la capacité à tenir la distance qui fait la différence. Distinguer le grit d'une autre qualité qui lui ressemble, la maîtrise de soi, le self-control. Pour comprendre la différence, on peut imaginer la construction d'une cathédrale. La maîtrise de soi, c'est la force de poser une pierre chaque jour, de résister à l'envie d'arrêter plus tôt. C'est la bataille de l'heure. Le grit, c'est la vision de la cathédrale achevée qui vous fait revenir sur le chantier pendant 50 ans. C'est la fidélité à l'objectif ultime. Ah, je vois. L'analogie est très claire. Donc, si mon objectif ultime est d'écrire un roman, ça c'est le grit. La maîtrise de soi, c'est ce qui m'empêche d'aller sur Netflix ce soir au lieu d'écrire mon chapitre. C'est exactement ça. La maîtrise de soi vous aide à gagner les batailles quotidiennes. Le grit vous aide à gagner la guerre à long terme pour votre passion. C'est pour ça qu'on peut voir des artistes ou des scientifiques incroyablement gritty, capables de travailler 30 ans sur le même problème, mais qui peuvent manquer de discipline dans d'autres aspects de leur vie. Toute leur énergie est canalisée vers cet objectif supérieur. D'accord. Toute cette psychologie est passionnante. Mais j'ai l'impression qu'il y a un fossé entre comprendre l'état d'esprit de développement et l'incarner au quotidien un mardi matin pluvieux quand on n'a aucune motivation.
Comment on construit le pont entre la théorie et la pratique? C'est la question à 1 million. Et la réponse que donnent plusieurs de nos sources tient en un mot: système. Plutôt que de compter sur la volonté ou la motivation, qui sont des ressources volatiles, il s'agit de construire des systèmes, des routines qui nous portent même quand l'envie n'y est pas. C'est le cœur du livre Atomic Habits de James Clear. Son idée, c'est d'arrêter de viser des changements radicaux, des grandes résolutions qui ne tiennent jamais. Il propose plutôt de se concentrer sur l'amélioration de 1% chaque jour. Ça paraît minuscule, mais l'effet cumulé est spectaculaire. S'améliorer de 1% par jour pendant 1 an, grâce aux intérêts composés, ça rend 37 fois meilleur. C'est énorme. C'est une idée très puissante. Et une autre, peut-être encore plus contre-intuitive, est de se focaliser sur les systèmes plutôt que sur les objectifs. Comme il le dit, on ne s'élève pas au niveau de ces objectifs, on tombe au niveau de ces systèmes. Les gagnants et les perdants ont souvent les mêmes objectifs. Ce qui les différencie, ce sont les systèmes qu'ils mettent en place jour après jour. Et le troisième point qui m'a vraiment interpellé, c'est l'idée des habitudes basées sur l'identité. Au lieu de se dire « je veux arrêter de fumer », il suggère de se dire « je veux devenir le type de personne qui ne fume pas ». Chaque fois qu'on refuse une cigarette, on dépose un bulletin de vote pour cette nouvelle identité. Chaque petite action est une preuve qu'on est en train de devenir cette personne. Exactement. Et ces systèmes, ces habitudes ne servent à rien si, au moment de les exécuter, on est constamment distrait. C'est là que l'idée de deep work de Cal Newport, le travail en profondeur, devient absolument essentielle. Une bonne routine ne suffit pas si on n'a pas la capacité de se concentrer pendant cette routine. En quoi c'est si différent de simplement bien se concentrer? Newport fait une distinction très nette. Il y a le shallow work, le travail de surface, répondre aux emails, les réunions. C'est facile, ça ne demande pas beaucoup de concentration. Et il y a le deep work, le travail en profondeur. Des activités menées dans un état de concentration absolue, sans distraction, qui poussent nos capacités cognitives à leurs limites. C'est ce type de travail qui crée de la nouvelle valeur, qui permet de résoudre des problèmes complexes. L'hypothèse de Newport, c'est que dans notre monde hyper connecté, cette capacité devient à la fois de plus en plus rare et de plus en plus précieuse. Donc, cultiver cette compétence devient un avantage majeur. Comment on fait concrètement? Newport propose des stratégies. Mettre en place des rituels, par exemple, avant de commencer une session de travail profond, décider d'un lieu, d'une durée, de règles claires comme téléphone dans une autre pièce. Ça signale au cerveau qu'il est temps de se concentrer. Il parle aussi de planifier ses blocs de travail, de les protéger dans son agenda comme le rendez-vous le plus important de la journée. Et il insiste sur un point souvent négligé, l'importance cruciale du repos. Le repos, c'est contre-intuitif. On parle de travail intense et la clé serait de se reposer. Précisément, il parle d'un shutdown rituel, un rituel de fin de journée, pour dire consciemment « ma journée de travail est terminée ». Ça permet au cerveau de vraiment déconnecter. Le repos, c'est pas de la paresse, c'est une fonction essentielle. C'est pendant ces périodes que le cerveau consolide les informations, crée des connexions inattendues et recharge l'énergie pour la prochaine session. Vouloir être en deep work 10 heures par jour, c'est une recette pour l'épuisement. On voit bien comment toutes ces briques s'assemblent. Ça me fait penser à l'exemple extrême de Kobe Bryant et sa Mamba Mentality. On connaît l'anecdote de ses entraînements à 4 heures du matin. Son explication était simple. Ça lui permettait de faire 4 sessions par jour quand ses concurrents n'en faisaient que 2. Sur des années, l'écart devient colossal. Mais le plus frappant, c'est qu'il ne voyait pas ça comme un fardeau. Il disait « Le rêve, ce n'est pas la destination, c'est le voyage ». Le processus de travail lui-même était devenu le rêve. C'est l'incarnation parfaite de tout ce qu'on a dit. Un objectif de très haut niveau, donc le grit, soutenu par un système implacable, les habitudes, et une capacité de concentration hors norme, le deep work. Si on récapitule un peu le parcours, on est parti de l'inspiration de figures historiques comme Lincoln ou Honda, qui avaient cette foi presque, religieuse dans le pouvoir de l'effort. Ensuite, la psychologie moderne nous a donné un vocabulaire pour comprendre ces mécanismes. L'état d'esprit de développement, la ténacité, le grit. Et enfin, on a vu des stratégies concrètes pour construire des systèmes durables, basés sur de petites habitudes et des périodes de concentration protégées. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ça repose sur une réalité biologique tangible, ce dont on parlait, la neuroplasticité. Notre cerveau n'est pas une machine figée. Chaque fois qu'on s'entraîne, qu'on se concentre, on ne fait pas que mettre de l'info dans sa tête.
On modifie physiquement la structure de notre cerveau. On renforce des connexions neuronales. Ce qu'on admire de l'extérieur comme du talent chez un musicien virtuose est souvent en réalité un cerveau qui a été littéralement sculpté par des milliers d'heures de pratiques délibérées. Le talent peut être le point de départ, oui, mais c'est l'éthique de travail, soutenue par des systèmes intelligents et du repos, qui construit l'excellence. Et peut-être plus important encore, qui construit un sentiment d'accomplissement profond et serein. Ce qui nous amène à une dernière pensée, une question à laisser infuser. Dans un monde qui glorifie souvent les raccourcis, les hacks, les résultats instantanés, quelle est la toute petite chose, cette amélioration de 1% que l'on pourrait intégrer dans nos vies? Non pas pour devenir le meilleur du monde, mais simplement pour être demain un peu plus la personne que l'on a envie d'être.